Nouveau venu dans le paysage maritime en France, les plongeurs professionnels pêchaient exclusivement l'oursin en Méditerranée. Depuis quelques années, d'autres plongeurs fréquentent les eaux de Bretagne. Dans le golfe du Morbihan pour les oursins et les palourdes, du côté de Belle-Île pour les araignées, dans le Finistère pour les ormeaux et dernièrement dans l'estuaire de la Rance pour les coquilles Saint-Jacques. Ces nouveaux marins ont longtemps été regardés comme des intrus par le milieu de la pêche. En se présentant plus comme des cueilleurs que des pêcheurs, ils sont en train de révolutionner le petit monde de la pêche côtière. Aujourd'hui, ils veulent s'imposer et démontrer que leur manière de pêcher appartient au futur. Ainsi, en France, principalement sur le littoral breton, les marins traditionnels et ces nouveaux venus s'affrontent à chaque saison. C'est une véritable bataille des territoires qui est en train de voir le jour sur la façade maritime. On est des marins pêcheurs, mais on est des pêcheurs en plongée d'abord. Surtout dans le golfe du Morbihan, c'est une petite mer, c'est très fermé. Et c'est vrai que la plupart des gens qui travaillent avec moi, qui font le même métier sur la pelouse d'oursin, ce ne sont pas des pêcheurs à l'origine. Et le fait de, même en travaillant dans le golfe pendant de nombreuses années, ils ne sont pas encore marins. C'est quand même, au lieu d'être simplement de la pêche, c'est aussi un effort physique, c'est aussi comment tu sens ton corps et tu es sous l'eau. Moi, j'ai toujours aimé plonger sous l'eau, de toute façon. Donc, et en plus, ça t'oblige, enfin, moi, je trouve que faire de l'apnée, ça t'oblige à avoir un rythme de vie adapté. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, autrement le lendemain, tu n'es pas rentable. Donc, ça me permet d'avoir des raisons de vivre comme j'ai envie de vivre. Et en plus, ça te donne une liberté qu'on ne trouve pas dans les autres types de pêche, rien qu'au débat au niveau de l'investissement, parce que comme ça, on n'est pas obligé de partir tous les jours pour gagner de temps, pour payer le bateau. Et le fait que ce soit physique, tu pêches que peu d'heures dans la journée. Ensuite, tu peux faire autre chose. Ta vie n'est pas partie comme un bateau normal à l'aube, entre les soirs, ou alors, comme moi j'ai fait des fois à Lorient, on partait 14 jours. Les araignées arrivent sur la côte de Belle-Île dans le mois d'avril. Et elles remontent en haute côte au fur et à mesure. Les fileyeurs les pêchent plus creux, à 15 mètres, 20 mètres. Et nous, quand on commence à en avoir au mois d'avril, elles sont assez creuses, elles étaient à 8-10 mètres. Et dans le mois de mai, elles remontent vraiment complètement en haut des rochers pour se chauffer au soleil. Et il semblerait, pour un problème de reproduction, mais je ne sais pas lequel. Et donc nous, on essaye de les pêcher à ce moment-là. On arrive à sortir 400-500 kg dans les très bonnes journées. Mais c'est des fois, on a fait 200 kg. C'est vraiment au coup par coup. On n'a pas de régularité parce qu'il faut des conditions. Il ne faut pas de houle, il faut que l'eau soit claire, il faut que les araignées soient montées et tout ce genre de choses. Et il faut qu'elles soient là. Donc c'est vraiment ponctuel. Tu as vu, il y en a plein sur la... en décalant à gauche, il y en a plein. Ah ouais, il y a un coup là, juste en rade là. On n'utilise pas d'outils. Dans la loi, il y a une liste d'outils autorisés. Et comme je te dis, il y a une progression dans l'effort de pêche. Nous, on est au minimum de l'effort de pêche. Si un effort de pêche supérieur, si j'ai le droit avec ce bateau-là de mettre 100 casiers, je vois pourquoi j'aurais pas le droit de les pêcher à la main. C'est tout. Donc à partir de là, moi, je ne demande pas de licence, je demande juste que la loi soit respectée, que l'interprétation partielle des efforts maritimes cesse. Alors l'administration voit, il y a marqué casier filet, il n'y a pas marqué à la main.
c'est interdit de ramasser à la main. C'est un argument juridique qu'on peut retourner. Au niveau des pêcheurs, je dirais, classiques, ils savent bien que l'effort de pêche qu'on fait est insignifiant par rapport au leur, qu'on ne risque pas de détruire leurs revenus. Ils sont juste énervés parce qu'on n'est pas de Belle-Île et qu'on pêche avec peu de frais quand même en temps haut beaucoup. Alors qu'il leur faut, pour pêcher ça, plus de matériel et plus de temps. Sauf que nous, on pêche ça rarement dans la saison. Eux, ils en pêchent depuis fin mars. Ils en pêchent régulièrement avec les filets et les cassiers. Donc c'est juste l'énervement parce que nous, on peut en sortir avec les mains rapides beaucoup plus qu'eux dans la journée quand les conditions sont là. Et juste quand les conditions sont là. C'est pas parce que ce qui est là, qui n'est pas là, qu'on doit pas le dire. Yes. Putain, mais c'est... Au niveau des bateaux, techniquement aussi, qui peuvent venir, il y en a que deux quasiment qui peuvent venir. Il faudrait que si c'était rentable, si c'était autorisé, il y en a peut-être qui investiraient dans des bateaux différents ou qui feraient les frais qu'il faut pour. Pour l'instant, il n'y a que nous qui vont vraiment, qui voulons venir, qui régulièrement avons décidé de venir. Et avons décidé d'avoir le droit de pêcher ça surtout. Parce qu'il y en a plein qui fermeraient leur gueule. Là, dans le cas de la coquille Saint-Jacques, vu que c'était déjà dans une zone un peu particulière, qui est une zone fermée de l'embouchure de la Rance, fermée par le barrage de la Rance, on a eu à mettre, je dirais, sur la même table de travail, à la fois les professionnels déjà de la coquille Saint-Jacques, qui, eux, sans leur approbation, de toute façon, rien n'était possible. Il a fallu mettre les comités locaux, bien sûr, parce que c'est le comité local en fait, qui a proposé la création de licences. Il a fallu convaincre le comité régional qui, eux, font les textes de création de licence. L'administration maritime, sans leur soutien, c'est pareil, il n'y avait rien de possible non plus. Et en plus, les associations de gestion du contrat de baie, de protection de la Rance. Donc, une fois qu'on a réuni toutes ces personnes-là, il a fallu argumenter un petit peu sur le bien fondé de notre demande pour pouvoir arriver à quelque chose. Ce qu'il faut savoir, bon, déjà, c'est une première nationale, en plongée toujours. On s'est heurté pendant longtemps à des refus catégoriques des professionnels traditionnels de la pêche à la coquille. Ça n'a pas été une mince affaire, il a fallu quand même bagarrer pendant une bonne année et demie pour pouvoir mettre en place ce système de licence dans des conditions bien cadrées. C'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très virulents vis-à-vis de la plongée. Et je te dis, ce qui nous a sauvé la mise sur la Rance, c'est la situation géographique du lieu. Mais ça va pratiquement presque jusqu'au pont qui traverse la Rance, un peu plus loin là-bas, après Saint-Suliac. Et sinon, on peut aller aussi de l'autre côté, jusqu'au barrage, enfin un petit peu avant, à la limite de la zone de sécurité. Puis on travaille quand même dans des profondeurs qui limitent un peu les risques, quoi. Nous, c'est très rare qu'on dépasse les 12 mètres de fond en conditions de travail, donc ça limite les risques de problèmes vraiment sérieux. Déjà, on s'arrange pour ne pas avoir de palier de décompression à faire, c'est pas plus mal. Donc on travaille selon la profondeur, le temps maximum nous permettant de ne pas avoir à faire ces paliers-là. Les gars d'Ifremer sont venus donc faire des prélèvements et ils ont toute une stratégie pour préparer ça. Donc ils sont venus avec du matériel, tout ça. Et ils ont fait, je dirais, des échantillonnages un petit peu dans toute la partie qui concernait la zone qu'on demandait de prélèvement. Et puis ils en sont arrivés à une conclusion qui était que si on ne prenait pas plus de 20 tonnes au total par an dans la Rance, on devrait pouvoir maintenir le stock dans l'état. Donc on s'est dit, on s'est limité à 3 bateaux et on attribue en fait 3 tonnes de capture par plongeur et par saison.
Morbihan a un avantage par rapport à l'océan, c'est qu'il n'est pas soumis aux grosses vagues et choses comme ça. Donc on peut pratiquement aller travailler quelle que soit la condition de la mer. Par contre, il y a énormément de courant. Et donc on est lié au courant, c'est-à-dire que trop de courant, il est absolument impossible d'être au fond et de pêcher quelque chose, impossible de remonter sur le bateau. Donc on pêche toujours au niveau des étals. Étals de basse mer, a priori, parce que la hauteur d'eau est moindre, ou étals de pleine mer, si on ne peut pas faire autrement au niveau des heures, quoi, parce qu'en hiver, les jours sont courts, et il nous faut quand même un peu de visibilité. Et par contre, le vent, à force de brasser l'eau, salit effectivement l'eau, et donc il y a beaucoup de particules en suspension, et des fois on a une visibilité qui est quasi nulle, et qui nous empêche de pêcher. Une journée normale, je dirais qu'on passe entre 2 heures et 4 heures en apnée, dans l'eau. Bon, après il y a la préparation, le nettoyage des oursins, la vente, mais il y a 2 heures de pêche, de 2 heures à 4 heures de pêche. Il y a des journées où on revient, on a à peine 10 kilos parce que ça s'est mal passé, l'eau était sale, trop de courant, mal placé, mauvais choix dans la zone de pêche. Et puis il y a des journées où, coup de bol, on tombe sur un coin où c'est monstrueusement garni et on peut aller jusqu'à 70-80 kilos par personne. Bon, la pêche professionnelle en plongée, c'est quelque chose qui n'est pas dans les usages du monde maritime. Pour pêcher par exemple la coquille ou l'oursin, on utilisait des systèmes de drague, c'est-à-dire c'est la pêche traditionnelle à partir d'un bateau, hein, voire la pêche à pied. La pêche en plongée, c'est quelque chose de nouveau qui amène des réticences de la part des professionnels entre guillemets traditionnels parce qu'ils craignent qu'on ne puisse pas contrôler cette pêche. Puis ça remet aussi en cause leur propre activité. Les pêcheurs professionnels refusent des licences dans des endroits qui ne posent pas problème parce qu'ils ont peur qu'à partir d'autorisations dans des endroits qui ne posent pas vraiment de problème, il y ait une généralisation de ces licences-là et que ça arrive sur leur propre lieu de pêche. Ça, c'est une première crainte. La deuxième crainte, c'est aussi qu'il y ait concurrence sur les marchés. Vraisemblablement, parce que si à partir du moment où il y a une exploitation professionnelle, il y a aussi vente, donc ce sont des concurrents pour eux. La ressource marine en plongée sera de toute façon limitée. Pourquoi? Parce que d'une part, les espèces accessibles sont quand même limitées. Ça se fait dans une zone côtière qui elle-même est limitée, où donc les problèmes de cohabitation sont très lourds, très forts. À mon avis, il n'y a que des petites niches comme celle des ormeaux, voire des oursins, peut-être une ou deux autres espèces qu'il faut étudier. Les seules autorisations de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques se situent dans la Rance. Même si on transpose cela au niveau côtier, ça représente quelques dizaines de tonnes vraisemblablement. Ce sont les premières années, donc il faut affiner. Je rappellerai quand même que la pêche de la coquille Saint-Jacques en France, c'est de l'ordre de 5, 6, 7 000 tonnes en baie de Seine, 3 000 tonnes en baie de Saint-Brieuc, 2500 tonnes dans les différents gisements côtiers du Nord-Bretagne, et ça descend jusqu'à Quiberon. Donc il faut quand même comparer ce qui est comparable, quoi, hein. On est là dans une microéconomie complémentaire qu'il faut considérer pour autant, mais il faut quand même rétablir les choses à leur niveau réel. Est-ce que, parallèlement, les plongeurs pourront avoir accès d'une manière un peu plus facile, disons, à certaines zones de la côte, très côtières? Tout ça, bien sûr, ça se discutera dans les prochaines années, puisqu'on sait que ça fait partie de leurs demandes clairement affichées. Mais je crois qu'au préalable, il faut aussi qu'ils démontrent leur capacité à respecter la réglementation. Ensuite, je crois que personne ne peut préjuger de l'évolution et des mentalités et de la réglementation. L'histoire nous apprend qu'au bord des rives,
l'homme fut longtemps plongeur et cueilleur. Puis, il deviendra paysan sur l'estran en inventant des outils plus sophistiqués. De paysan, il deviendra marin pour aller toujours plus loin, toujours plus bas. Aujourd'hui, l'histoire semble balbutier. Sur son passage, une drague ne laisse pratiquement rien. Ce qui l'intéresse, la drague, c'est la palourde. Alors, tout ce qui est à côté, l'écosystème, il en prend un sacré coup. Et nous, on est les témoins tous les jours, quoi. On voit bien, hein, la zone a complètement été chamboulée dans la zone de drague. Maintenant, il faut descendre de marche, quoi, pour à certains endroits pour commencer à travailler. D'ailleurs, il y a des espèces animales qu'on ne voit plus. Il faut aller plutôt sur Bouette ou sur le nord sur le nord du golfe pour retrouver de la vie, enfin une diversité. Ici, on ne trouve plus la diversité. Ça se réduit, ça se limite à des coques et de la palourde. Et comme ils disent, un terrain de boule. C'est devenu un terrain de boule. C'est très pratique pour eux pour travailler parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de bosses, il n'y a plus de cailloux, pour eux, c'est un champ qui est très bien pour leur usage, mais bon, pour nous, c'est triste, quoi. Le sol est vraiment triste. Et bon, nous, on n'a pas de conseillers généraux, on n'a pas de maire, on n'a pas dans notre profession, on n'a pas d'homme politique qui pourrait faire balancer les choses d'un certain côté. Eux l'ont plus facilement parce qu'ils sont implantés dans le décor depuis très très longtemps, plusieurs générations. Alors que nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une jeune profession, quoi, et on a tout à prouver. On n'a pas, par exemple, d'anciens qui nous disent « mais attention, faites pas des cons, les jeunes », enfin, un truc comme ça. Et peut-être que ça viendra dans une génération, mais entre-temps, il faudra avaler quelques couleurs. Et j'espère qu'on arrivera quand même à le gisement qui tiendra le coup, quoi. Au départ, les éleveurs d'huîtres se sont mis à élever de la palourde, ce qu'on appelait de la palourde japonaise, qui poussait beaucoup plus vite que la palourde du pays et qui devait, suivant les scientifiques, ne jamais se reproduire ici. Donc se vendre très cher. Ce que les scientifiques n'avaient pas prévu, c'est que l'eau ne devait pas être si froide. Elle s'est reproduite ici et à l'infini. Tout ce qui est vasière, où il y a un bon courant qui apporte du plancton pour qu'il mange, sur toutes les vasières du fond du golfe, il y en a partout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. On a vu jusqu'à 2 voire 3000 personnes en grande marée. Et tous les gens de Sarzeau faisaient la palourde. Les camions ont acheté, bon, personne n'était déclaré. C'est ça qui a foutu un peu la merde dans le métier parce que tout le monde faisait ça, les gens faisaient ça pendant leurs vacances. On a vu même des Allemands prendre des congés sabbatiques pour venir aux palourdes ici. C'était un peu comme les cèpes en Auvergne. Les marins traditionnels se sont dit, bon, c'est plein de gens qui sont pas marins, qui pêchent la palourde, qui gagnent de l'argent, parce qu'on entendait dans les bars des sommes astronomiques. Surtout en 90, il y avait beaucoup de palourdes, c'était vraiment le démarrage et il y en avait plein. Et ils se sont dit, bah, nous, on en veut un morceau aussi. Donc ils sont arrivés, ils se sont appropriés le meilleur morceau. De là, beaucoup de gens ont arrêté et certains se sont professionnalisés. Donc on était 130 au début à se professionnaliser, à faire une corporation, à devenir marin-pêcheur. Et on est devenu marin-pêcheur à pied. Eux, ils ont leur zone, ils arrivent, ils draguent, ça dure... Bon, c'est étalé sur 3 mois, ils ont 34 jours de drague à peu près, 30-34 jours. Ils viennent que 15 jours parce qu'au bout de 15 jours, il reste plus que 2-3 dragueurs parce que c'est plus rentable. Ils ramassent tout dès le départ. Ils n'ont aucune gestion du bon. Ils sont combien de dragueurs à la palourde en fait? Ils sont 40. 40 face à 100, combien On est 270. 270. De toute façon, c'est lamentable. Si on parle du problème écologique, la drague ne devrait pas exister dans le golfe. C'est une zone protégée. La drague en France est interdite à moins de 5000 des côtes, je crois, un truc comme ça, et interdite sur zone découvrante. Donc les 3 cas normalement sont restrictifs et interdisent la drague. Et sur le banc, ils sont en zone découvrante, ils sont à moins de 5000 des côtes, ils sont dans une zone protégée. Enfin bon, c'est une catastrophe. Moins de 3000. C'est une catastrophe écologique. Maintenant, la seule raison pour laquelle la drague existe dans le golfe, c'est une raison économique, effectivement. Ils ont leur zone, on a la nôtre.
Et on sait très bien, nous, le résultat, ça va être, dans 2 ans, il n'y aura plus rien à draguer, la drague, elle va s'éliminer toute seule. C'est clair. Et de toute façon, on avait un moratoire de 3 ans, quand on a fait cette nouvelle limite, puisqu'on a dit, nous on disait la drague c'est mauvais, eux ils disaient c'est pas vrai, on a dit bon bah maintenant on va faire une zone où il n'y aura que vous, on attend 3 ans, si au bout de 3 ans on voit que la drague c'est mauvais, qu'il n'y a plus rien, ça stop. 3 ans c'est l'année prochaine, on a déjà fait une étude cette année avec Ifremer, il n'y a rien chez eux, l'année prochaine il n'y aura pas plus, il y aura encore moins parce qu'ils sont en train de gratter les derniers. Donc ça devrait se stopper l'année prochaine. Le cheval de bataille des pêcheurs à pied depuis le début a toujours été, comment dirais-je, qu'ils ont toujours essayé de placer le problème sur le côté écologique. Alors que ce n'est pas un problème écologique, c'est un problème économique. Bon, et eux, leur cheval de bataille, c'est l'écologie. Donc nous, on sait depuis le départ que, par expérience, que nos parents ont travaillé là avant nous, qu'on peut travailler à la drague dans ce secteur-là à condition qu'on n'y vienne pas trop souvent. Ça, c'est ce qui a été mis à jour par les études qui ont été menées. Donc ce problème est économique essentiellement, et donc c'est un problème de partage de la ressource, et non pas un problème écologique. Je pense que la solution viendra lorsque les pêcheurs à pied diront OK pour la drague. OK, parce que pour l'instant, ils sont toujours non-drague. On nous demande de nous mettre autour de la table avec des gens qui veulent discuter avec nous, mais qui sont déjà opposés à notre méthode de pêche. Alors, quand le syndicat des pêcheurs à pied dira bon, OK pour la drague, et puis à ce moment-là, on met autour de la table, et puis on renégocie des zones, on s'entend autour de nouveau. Le zonage, c'est que des coups de crayon sur la carte, on peut les changer si tout le monde est d'accord. Il y a quand même un point qui est assez, disons, qu'il faudra quand même résoudre, et c'est le point principal à mon avis. Depuis que l'homme est homme, on a besoin d'un brin de police, on a besoin d'un brin de règlement à respecter. C'est facile à faire respecter un règlement par des bateaux qui sont visibles de la côte, qui sont repérables facilement, que des plongeurs, sans savoir où ils vont et qu'est-ce qu'ils pêchent, et puisqu'on ne les voit pas sous l'eau. Je doute quand même que les affaires maritimes qui ont d'énormes problèmes déjà en personnel voient d'un bon œil la mise en place de ce genre de pêche et toute la difficulté que va représenter la surveillance de ces nouveaux pêcheurs. Les pêcheurs à pied d'oursin sont arrivés il y a 4-5 ans sur des zones vierges de pêche depuis 1950. Alors là, évidemment, ils ont trouvé du beau produit. Ils ont trouvé quoi? Les mers et les pères qui permettaient, cette zone qui n'était pas pêchée, qui permettait d'alimenter la zone plus basse que nous, on exploitait depuis 50 ans. Évidemment, les marchands ont dit forcément c'est superbe, c'est du beau produit et tout. Mais je peux vous dire que déjà cette année, les rendements ont largement descendu et maintenant on nous accuse, nous, de pêcher trop en bas. Il faut remettre le problème à plat. Hein. En Bretagne, la bataille des territoires reste une question d'actualité. Plus au sud, plus à l'ouest, il y a une terre celte qui ressemble à la Bretagne par ses paysages et ses hommes, la Galice. Ici, depuis quelques années, les hommes grenouilles se sont imposés. Ils ont chassé les dragueurs des rias de la côte espagnole. Sur cette zone, il y a beaucoup de couteaux. C'est un grand banc de couteaux.
Avant, c'était là que les dragues travaillaient. Là, ici, il y a un grand banc de sable. Nous, les navaleros, on exploite désormais ce site. Ensemble, on arrive à en tirer 115 kilos par jour. Quand on a commencé, nous étions 15 à exploiter dans cette rias. Mais certains n'ont pas réussi à tenir la cadence, à récolter le nombre de kilos suffisant pour en vivre. Ils ont dû trouver un autre métier. Quand l'eau est trouble, nous distinguons mal les trous des couteaux. Cela devient difficile, donc c'est plus fatigant. Mais comme dit un ami, c'est une question d'heures de vol. Avec de la pratique, chacun arrive à obtenir son quota. Fais attention, Marco était par là tout à l'heure. Ici, auparavant, on travaillait sans respecter le fond marin. Il existait une sorte de drague qui était remorquée par un bateau. Et cet engin cueillait de grosses quantités, mais la marchandise était très abîmée. Cela détruisait le fond et les couteaux étaient exploités dans de mauvaises conditions, ce qui n'est pas notre cas quand on les cueille à la main. Ces bateaux ont travaillé pendant de nombreuses années. Il y avait une flottille de 30 bateaux qui exploitaient d'une manière intensive les ressources. Nous nous sommes mis d'accord pour établir un plan d'exploitation en plongée. Nous avons dans un premier temps démontré qu'avec cette technique, les couteaux ne s'abîmaient pas et que les produits bénéficiaient d'un meilleur prix et donc l'activité devenait plus rentable. On a réuni les plongeurs. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas des braconniers. On était une majorité d'étudiants et de nouveaux venus. Alors, la légalisation nous a intéressés très vite. C'est une technique très sélective car on les prend un par un et ils ne se cassent pas. On voit le trou, les plongeurs descendent et ils ne sont pas abîmés. Par rapport à des techniques comme la drague, qui a des griffes et qui cassent beaucoup d'individus. En plus, en les prenant un à un, on ne récolte que les individus spécifiques et on épargne les autres espèces qui sont cassées avec des techniques comme la drague. Il y a donc deux avantages. D'un côté, les espèces pêchées se cassent moins et d'un autre côté, les autres espèces sont mieux préservées. C'est un groupe de gens à Cangas de Morrazo qui a commencé cette activité. Les autorités régionales sont venues voir, ils ont aimé ce qu'ils faisaient, sont donné des licences et ensuite d'autres ont suivi. Mais c'est les gens qui ont eu l'initiative, ce n'est pas venu des autorités.
500 personnes pêchent le couteau sur le littoral galicien. Les gens vont s'apercevoir petit à petit que l'activité est rentable. Vu la simplicité de cette technique et l'importance du gisement de couteau, nous allons assister à une forte progression du nombre de pêcheurs. Bon, finalement, c'est pas trop bon. Tout le monde n'a pas eu la même journée. Les deux plongeurs qui ont plongé à 10-12 mètres ont eu plus de chance. Au début, on ne voyait pas trop bien, puis à partir de 14 h, ils sont apparus. Finalement, c'est à peu près bien pour tout le monde. On a réussi à pêcher notre quota de 10 kg. Maintenant, on va la peser. À la pesée et à la vente. Ça, c'est le longueiron. Ça, c'est le couteau. Le couteau est courbe. Le longueiron est droit. Le couteau est plus rentable. Le longueiron est meilleur marché. Il meurt trop vite. Il intéresse moins le marailleur. Le marailleur ne veut pas l'exporter. Le couteau, lui, a une chair qui se tient. La difficulté de ce travail, c'est de distinguer les trous dans le sable. Dans la mer, il s'ouvre complètement. On distingue seulement le siphon par lequel il se nourrit. Dans la mer, tu ne vois pas le coquillage. Tu mets le doigt comme cela et tu l'extrais ainsi. Chacun travaille pour soi. Chacun extrait ses 10 kilos, ou du moins ce qu'il peut. On travaille ensemble, mais c'est chacun pour soi. Cette façon de vivre, d'être au bord de la mer, travailler au jour le jour, de plonger, ce sont des choses impossibles à faire dans un autre métier. La mer est tout pour moi. Quand je travaille dans la mer, je travaille sous la mer. J'espère bien travailler tant que mon corps me le permettra, tant que mes forces seront là. C'est plutôt un point de vue qu'un conseil que je peux donner aux plongeurs français. En un mot, il est impératif que les plongeurs de France s'unissent. L'union, c'est indispensable. Ils doivent lancer des plans d'exploitation pour démontrer que cette activité est plus rentable que la drague. C'est cela qui est fondamental. On dépense moins de matériel, moins de combustible. Cela ne détruit pas les fonds et respecte l'environnement. C'est très important aujourd'hui. N'oublions pas cet adage, trop manger aujourd'hui, c'est jeûner demain. L'étang de Thau, le long de la Méditerranée. Avant que les plongeurs ne se mirent à le piller, ce large bassin d'eau salée était il y a encore quelques années l'un des plus beaux gisements de palourdes en France. Voilà, lui c'est un des derniers pêcheurs traditionnels de l'étang. Comment ça va, monsieur Archambault? On est venu filmer les curiosités de l'étang.
Les derniers. C'est les derniers, ouais. Il y en a un peu. Il y a des Clovis cette année? Cette année, il y en a 4. Hein. Petites, hein? Enfin, il y en a quand même. Petit mécave, tu y vas? Où? Plonger? Ouais. À quelle heure? Hein? Tu travailles un peu? Qu'est-ce que tu fais? 10 kilos plus? 15? Ah ben c'est bon, c'était le bon année alors. Non? Bon. Jusque dans les années 80, l'essentiel de la pêche à la palourde se pratiquait à l'Arcelière. Plus de 700 pêcheurs ratissaient ainsi le fond du bassin de Thau. L'arrivée des plongeurs en apnée à la fin des années 80 va modifier le paysage. Très vite, tout va s'emballer. Les prix et la quantité des prises. De toute la région, on vient alors récolter les palourdes. Puis, l'utilisation illégale de la bouteille devient une pratique courante qui permet de faire des pêches miraculeuses. Sur les ports, on raconte qu'il n'était pas rare d'empocher 1000 € en une seule journée de pêche. Face à cette ruée vers l'or, les affaires maritimes sont très vite dépassées. Plus de 10 ans après, il ne reste que quelques pêcheurs professionnels au bord des rives. Encore 10 ans, il y avait des repris de justice qui venaient ici pêcher. Il y en a encore. Et maintenant, à la grande époque de la palourde, où il y avait de la marchandise et où il y avait du prix. Et maintenant, tous ces gens sont tous partis. Ils ont acheté des bars, ils ont trouvé des boulots n'importe où. Et maintenant, nous, les pêcheurs, les vrais, on reste ici, mais on ne s'en sort plus parce que les gens qui viennent à la Covissière, ils ne gagnent plus leur vie. Il n'y a plus assez de marchandises. Et les gens en libre, bon, c'est de plus en plus dur. Très difficile. Les gens vieillissent et bon, c'est plus évident de rester 5 heures dans l'eau pour pêcher. Et cette année, c'est le prix qui sauve la saison parce que s'il n'y avait pas le prix cette année, il n'y a pas la quantité. Ça ne serait pas la peine d'aller dans l'eau. Il n'y a pas assez de marchandises pour aller dans l'eau. Ah, c'est vraiment quand on peut faire 8, 9, 10 kilos en 4 heures, c'est bien. Enfin, c'est bien parce qu'il y a le prix. Mais s'il n'y a pas le prix, demain, c'est même plus la peine d'y aller. Non. Ça ne sert plus à rien. Et il y a 10 ans, tu fais combien de kilos? Il y a 10 ans, on en faisait, on peut être honnête, on faisait 20, 30 kilos. Hein. Mais je veux dire, c'était régulier, quoi. Parce qu'il y avait vraiment de la marchandise. Mais seulement, ça s'essupe un peu partout. Dans quel délai tu estimes qu'on va le mur, là, si on ne fait rien? Là, d'ici 1 2 ans, il n'y a plus rien. C'est pour ça c'est cool. Après, tu peux leur mettre un nom de famille dessus, tu n'arrives pas. Damientilis ruminis. C'est des métiers en plus. Maintenant tu pleures. Travaillez bien, les conneries, je pleure pas, les conneries quand c'est sorti sur l'eau. Actuellement, ou dans les 2 ou 3 années qui se sont passées, je pense que l'activité illégale était plus importante que l'activité légale. Parce que nous avons des pêcheurs qui travaillent sérieusement, qui sont fatigués de subir ce qu'ils subissent autour d'eux. Donc je pense que si les affaires maritimes se donnaient, par les moyens ils ont, se donner la volonté de faire respecter, en 1 semaine, le problème il est réglé, sur le bassin de Thau. Il y a eu 50% de tort des professionnels qui ont entraîné du monde à venir pêcher frauduleusement dans le bassin de Thau, et 50% de la part de l'administration qui n'a rien fait pour empêcher cela.
Le gars qui pêche à la clovissière, si les palourdes sont enfoncées, ils sont plantés, vu que c'est des fouisseurs, il n'en pêchera qu'une sur 2. Si c'est un pêcheur en année, il en pêchera 2 ou 3 sur 10. Et si c'est un pêcheur en bouteille, il fera 10 sur 10. Les temps de taux ont une possibilité de reproduction sensationnelle. On le ruine, il reproduit. Donc je pense que ces gens-là qui ont 25 ans, 30 ans, qui démarrent là, devraient arriver à prendre ça en considération en disant nous avons un outil de travail. Si on respecte ce milieu maritime, il va nous donner à manger pour des années à venir. Essayons de le respecter, de le gérer. Il ne suffit pas de surproduire. Il suffit que chaque individu, chaque jour, sorte sa journée, son revenu. Ça n'est pas toujours possible d'être présent tout le temps et en tout lieu pour surveiller une activité. Bon, ça c'est la difficulté de l'exercice de la police des pêches en général. Ce qui est encore nouveau, c'est que finalement il y a une activité que l'on ne voit pas. Alors, d'où les difficultés supplémentaires que ça présente et on n'a pas les moyens en personnel pour... D'ailleurs, on peut considérer que c'est mission impossible quelque part. Hein. Il faudrait que nos agents chargés de la police aient aussi aillent faire une surveillance sous l'eau. Alors ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et autant on dispose de moyens nautiques et de moyens de surveillance et avec beaucoup de difficultés. Je vous rappelle quand même que autant à terre il est facile de surveiller, autant sur l'eau, quand vous arrivez avec moyens nautiques, vous êtes identifiable. Si vous avez un radar, on vous voit venir et de très loin. Donc ça veut dire que la police c'est quelque chose d'assez compliqué sur l'eau. C'est simplement à la remontée finalement des produits de la pêche qu'on peut faire du contrôle. Le suivi et le contrôle des prises de coquillages, c'est justement la grande réussite de la pêche aux ormeaux. Apparue il y a quelques années en Bretagne du Nord, cette pratique est devenue pour les spécialistes des ressources maritimes l'exemple à suivre. On a mis un nombre très limité de licences. On a attribué à chacun des pêcheurs un quota. Chaque pêcheur marque ses ormeaux, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité parfaite. Quand un ormeau arrive sur le marché, il faut qu'il ait son étiquette, son petit fil dans l'oreille. S'il ne l'a pas, eh bien celui qui le vend est répréhensible. Donc il a intérêt à ce que l'ormeau soit marqué, donc le pêcheur a intérêt à marquer ses ormeaux. Donc il y a une traçabilité totale, parfaite. Il y a une très bonne connaissance de la ressource parce que chaque pêcheur mesure ses ormeaux et déclare non seulement le nombre d'ormeaux, la quantité qu'il a pêché, mais également la gamme de taille. Parce que tous les ans, on peut éventuellement rediscuter, en fonction de l'état de la ressource, du nombre de licences ou du quota individuel distribué. Donc c'est une pêche exemplaire parce qu'elle est bien contrôlée, elle est bien comprise et elle a de bonnes garanties de pouvoir durer de cette manière-là. Voilà, on a des bagues, après on doit les sertir, comme ça. Bon, là j'enfile la bague, après je le sertis. Et là, logiquement, ça ne doit plus bouger. Là. Des pêcheurs qui autrefois pêchaient avec un bateau ou une drague, c'est arrivé pour l'ormeau, se reconvertissent à cette pêche en plongée parce que tout simplement les investissements sont moins lourds, parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans ce type de métier, parce qu'ils ont la certitude qu'ils vont pêcher un produit d'une meilleure qualité, ils auront une meilleure vente, un meilleur retour sur investissement. Peut-être une vision un petit peu idéalisée de biologiste que je suis et que nous sommes par rapport à une réalité économique et sociale. Mais c'est vrai que la pêche en plongée développe beaucoup plus l'aspect humain. C'est le plongeur lui-même qui agit et qui récolte. C'est un système de cueillette, vraiment, au sens propre du mot, par rapport à un système où il faut un bon moteur, une bonne machine, et puis et un gros bateau pour récolter peut-être à peu près la même quantité. On
peut imaginer que certaines zones sont plus sensibles que d'autres à des techniques de pêche relativement agressives qui consistent justement à remuer le fond avec des dragues importantes ou très lourdes. Donc il n'est pas du tout impossible que dans certaines zones, on privilégie les systèmes d'accès peu agressifs par rapport à la drague. Alors après, il y a un contexte, il faut voir qu'il y a un contexte économique et social surtout. On ne peut pas interdire du jour au lendemain toute une activité de pêche qui se pratique avec tel engin pour dire, messieurs, à partir de demain, vous n'avez plus le droit de pêcher à la drague et vous êtes obligés de pêcher en plongée. Il faut savoir qu'en France, la pêche en plongée bouteille, par exemple, demande une technicité, des diplômes, un savoir-faire pour lequel il faut un brevet de plongeur. Donc on ne peut pas non plus, du jour au lendemain, comme ça, prendre ce genre de décision. Une pêche idéale, c'est de pouvoir prendre ce que l'on veut, ce qui est nécessaire, et laisser sur le fond ce que l'on veut protéger pour garantir une pérennité de la ressource. Alors quand on pêche avec un filet ou avec une drague, on a des tailles de mailles sélectives qui permettent aux plus jeunes, aux plus petits individus de s'échapper. Alors quand on pêche en plongée, eh bien, à ce moment-là, on essaye d'appliquer le même pouvoir de sélectivité, et c'est très facile. Il suffit de prendre ce dont on a besoin et de laisser sur le fond ce dont on n'a pas besoin. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer, des pêcheurs en plongée sont largement capables de surexploiter une ressource comme une pêche en bateau. Il faut absolument contingenter, limiter le nombre de plongeurs, en gros par des systèmes de licence, avoir des quotas individuels, parce que de toute façon, une pêche n'est jamais mauvaise en soi, mais c'est la quantité d'efforts de pêche qui est développée, qui est quelque chose aussi qui est très important vis-à-vis de la ressource. Moi, je serais curieux de savoir comment sera la pêche côtière dans 20 ou 30 ans, mais je suis intimement persuadé que la pêche en plongée aura largement gagné ses droits et qu'elle aura le droit de vivre comme d'autres techniques de pêche. C'est difficile aujourd'hui de dire comment va évoluer la pêche en plongée. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une demande qui est constante et renouvelée. On voit aussi, même s'ils ne le disent pas officiellement, que certains scientifiques prennent position en faveur de la pêche en plongée. Parallèlement, on remarque que la Commission européenne, sous la pression des mouvements environnementaux, commence à faire très attention aux écosystèmes marins. C'est une notion assez nouvelle. Ils ont commencé à étudier l'impact des engins de pêche sur le fond, et notamment celui des dragues à coquillages. On sait qu'il y a de la casse, bon ça c'est contrebalancé par une gestion, mais il y a tout cet environnement et cette politique, je dirais, qui peut favoriser, en dehors de tout jugement de valeur, qui peut objectivement favoriser la pêche en plongée. Je crois qu'il y a 50 ans, la pêche, on avait tout ce qu'on voulait, on pouvait ramasser des tonnes et des tonnes, c'était pas grave, on en vendait la moitié, le reste on le rejetait à l'eau. Et puis maintenant on commence à se rendre compte que finalement la mer, les possibilités de la mer ne sont pas limitées, qu'il faut commencer à gérer un petit peu ce qui sort de la mer. Alors on va peut-être perdre en liberté, et c'est vrai qu'il y avait un plaisir à faire ce métier en se disant on fait ce qu'on veut, de temps en temps c'est les gros coups, on ramène des... Bon, il va falloir faire un peu attention. Et obligatoirement, donc, cette technique de pêche va être mise en avant parce que on pêche précisément, on sait précisément ce qu'on pêche. Et donc, si notre acheteur nous dit on a besoin de 100 kg, on va essayer de faire 100 kg. S'il nous dit il faut que 20 kg, on fera 20 kg et pas plus, quoi. Donc, pour la préservation de l'espèce et des ressources, c'est l'idéal.